Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre édition du week-end. Voici les titres de ce samedi 24 septembre. Suite du déplacement du prince Albert II à New York, nous reviendrons sur les différents temps forts de cette visite marquée bien évidemment par l'Assemblée générale des Nations Unies. Les commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier se poursuivent en principauté. Coup de projecteur ce soir sur un colloque mettant en valeur les différentes facettes du prince Albert Ier. Dans ce journal également, nous recevrons Jean-Christophe Maillot, le chorégraphe directeur des Ballets de Monte-Carlo, évoquera la nouvelle saison de la compagnie. Nous vous ferons découvrir l'Arche, un lieu d'accueil et de vie pour personnes en situation de handicap. Et puis à la fin de ce journal, nous rejoindrons la directrice artistique du Théâtre des Muses, Antea Sogno, qui présente un seul en scène à Paris, Sacha Guitry, Intime. Débutons ce journal en nous rendant à New York. Comme nous l'avons déjà évoqué sur notre antenne, le prince Albert II s'est exprimé mercredi soir à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale. Sa semaine new-yorkaise a aussi été rythmée en parallèle par de nombreux événements variés. Retour sur ces différents rendez-vous avec notre correspondante Alexandra Pani et Sylvain Péroumal. Les rencontres bilatérales avec des chefs d'État ou de gouvernement font partie des rendez-vous incontournables du prince souverain lors de ses déplacements. Cette semaine, il a ainsi pu s'entretenir avec le président de Slovénie, Borut Pahor, une rencontre qui s'est déroulée au sein de la mission de Monaco auprès des Nations Unies. Ces rendez-vous bilatéraux sont l'occasion d'échanger sur des thématiques et sujets communs entre les deux pays. Rencontres diplomatiques mais aussi rencontres culturelles étaient au programme du souverain. Le prince Albert II a ainsi assisté à la projection anniversaire du film Sarafina pour les 30 ans de sa première. Un événement qui s'est déroulé au prestigieux Museum of Modern Art en présence du producteur Anand Singh et des deux actrices Leleti Khumalo et Whoopi Goldberg qui avaient un message pour les jeunes générations. Well, just to know that it's always complicated for the young generation. As one who was formerly of the young generation, I can tell you that it's always hard and you always have to fight, and this is the legacy, right, of being young. It's your job to fix it. Le Lotos Club est l'un des plus anciens clubs littéraires aux États-Unis, fondé en 1870 par un groupe de jeunes écrivains, journalistes et critiques à New York. Après le prince Albert Ier et le prince Régnier III, c'était au tour du prince Albert II d'être honoré par ce prestigieux club et de recevoir la médaille du mérite du club. Autre club prestigieux à avoir accueilli cette semaine le souverain monégasque, l'Explorers Club dont il est membre, à l'occasion de la présentation de la première course mondiale de dirigeables. What we're looking at is around the world there's about 35 airships in existence, each and every one of them capable of participating in one or more of our race stages. We're expecting anywhere between 15 to 20 of them to attempt all of them. So it's going to be a grand spectacle that we bring to the skies of everywhere. Une course qui a pour objectif également de démontrer notre autonomie face aux énergies fossiles. Et vous l'aurez compris, Monaco fera bien entendu partie du parcours. Alors rendez-vous en septembre 2024. Le prince Albert II devrait être de retour à New York au début du mois de novembre pour assister à la traditionnelle remise de prix de la Princess Grace Foundation USA. 2022 marque le centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Tout au long du week-end, un colloque a été organisé au musée océanographique sur la thématique « Les carrières d'un prince ». 2 jours de table ronde destinés à mettre en lumière toutes les facettes du prince Albert Ier. Le récit de Patricia Navarro sur des images de Lionel Bernardi. Le prince Albert Ier est très souvent présenté comme l'un des pionniers de l'océanographie, comme un précurseur en matière de protection de l'environnement. Mais cette année de commémoration qui lui est consacrée a permis de révéler bien d'autres aspects de son action, tant sur le plan de la diplomatie internationale que sur le plan culturel ou le développement de la principauté auquel il a contribué. Et c'est bien tout l'enjeu de ce colloque qui a pour ambition, sur 2 journées, d'offrir une vision très large de l'héritage laissé par le prince Albert Ier.
Le prince Albert Ier, c'est vrai qu'on connaît surtout le savant, l'océanographe. Ensuite, si on creuse un peu, on a aussi le paléontologue, enfin l'homme qui étudie l'anthropologie préhistorique, le dreyfusard, le pacifiste, mais en réalité, ça va bien au-delà de ça. Il y a l'administrateur, il y a celui qui essaye dans tous les domaines en fait, de mettre en cohérence sa pensée profonde et les différents leviers sur lesquels il peut agir en tant que souverain, en tant que scientifique, en tant qu'aristocrate. Donc c'est un personnage complet et il fallait au moins 2 jours de colloque pour traiter, non pas de tous les aspects, mais d'un certain nombre d'aspects de ce personnage. Cette année de commémoration dédiée au prince Albert Ier et ce colloque ont également permis de dessiner un tableau très complet de l'époque à laquelle le prince Albert Ier a vécu et parfois même de restituer des éléments peu connus comme ce fait divers survenu à Monaco en 1907. Un couple d'Anglais, les Gould, dont l'un est un aristocrate anglais, ancien joueur de tennis professionnel, finaliste du tournoi de Wimbledon, du 3e tournoi de Wimbledon, qui fait partie un petit peu de cette catégorie des sportifs déchus. Il rencontre son épouse qui est un peu plus âgée, il tomberait un petit peu sous sa coupe, et ils s'installent, ils ont quelques affaires qui échouent, ils font faillite. Ils viennent à Monaco, un peu attirés par l'univers du casino, du jeu, et se disant qu'ils allaient peut-être pouvoir faire facilement fortune. Ils se lient avec une Suédoise, riche Suédoise, résidente à Monaco, et ils entreprennent de voler ses bijoux. Ils vont l'attirer chez eux, et ils vont la tuer. Et le corps sera découpé en morceaux dans une malle, d'où le fameux titre « La malle rouge » ou « La malle sanglante ». Et au final, le procès a lieu à Monaco, et l'enjeu, c'est finalement quelle sera la peine et quel sera le rôle du prince Albert Ier. Et au final, le prince Albert Ier, fidèle à son humanisme, va choisir la grâce. Le prochain événement qui se tiendra ensuite à Monaco en hommage au prince Albert Ier sera une exposition à la Galerie des Pêcheurs au début du mois d'octobre, une compilation qui laisse augurer la découverte de nouveaux éléments inédits liés à la vie du prince, puisqu'elle s'intitule « Albert Ier insolite ». Et ce colloque intitulé « Les carrières d'un prince » se poursuivra donc demain dimanche avec 3 nouvelles tables rondes. Les conférences débuteront dès 8h30 au musée océanographique. Intéressons-nous à présent à la nouvelle saison de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. Elle débutera le 21 octobre prochain par une tournée en Italie. Pour nous parler de la programmation, nous sommes ce soir avec le chorégraphe, directeur des ballets, Jean-Christophe Maillot. Bonsoir. Bonsoir. Encore une fois, le programme met en valeur vos créations emblématiques. Que faut-il retenir de cette nouvelle saison? Quel en est l'esprit? D'abord, l'esprit principal, c'est un espèce de retour à la normale, ce qui, je crois, va faire du bien à tout le monde. On a eu, vous avez déjà vu, je crois, le retour à la normale de notre chère école, l'Académie Princesse Grace, qui a repris. Pour les ballets, c'est la même chose. Nous avons repris il y a plus d'1 semaine. Et ce qu'il faut retenir, surtout, c'est qu'on va retrouver un rythme de vie à peu près normal, je l'espère, en retrouvant essentiellement beaucoup de tournées internationales au Japon, aux États-Unis, en Italie, en Espagne. On va pouvoir revisiter le monde et reporter, je dirais, la bonne parole culturelle de Monaco à l'étranger. Ça, c'est la chose positive. Nous retrouvons notre Monaco Dance Forum qui sera présent entre le 10 et le 14 décembre, qui va vous montrer des compagnies absolument magnifiques. Alors, il y a les spectacles que vous connaissez ou que nous connaissons. On retrouvera, entre autres, au mois de décembre, 2 créations que j'avais fait il y a un moment, que j'avais envie de retravailler et de représenter en public, que sont Les Noces, avec la musique de Stravinsky, qui est une pièce que j'aime particulièrement et que nous avons assez peu donnée, et puis Opus 40 que nous allons faire. Donc ça correspond assez à cette histoire qui s'inscrit sur le temps et qui nous permet de continuer à la fois de faire vivre cette compagnie avec des œuvres que nous connaissons, comme le Faust, que nous présenterons en décembre, et puis de nouvelles pièces avec ces jeunes chorégraphes que j'aime tant, que sont Jeroen Verbruggen et Goyo Montero, qui vont nous présenter un très beau spectacle Stravinsky à la fin de la saison. Avec de nouvelles têtes, Jean-Christophe Maillot, un nouveau cast pour les représentations. Vous êtes en pleine répétition avant les premières représentations là. On a un niveau de qualité qui est assez exceptionnel. Et donc, c'est l'occasion, effectivement, pour plein de nouveaux danseurs d'aborder des nouveaux rôles. Et comme vous le savez, le propre du spectacle vivant, c'est d'être interprété par des gens différents. Ce qui fait que même si l'œuvre est connue, lorsqu'elle est reprise par d'autres danseurs, ça nous provoque des émotions qui sont très, très fortes. Là, c'est le cas. Il y a une toute nouvelle génération qui est arrivée dans les ballets, de jeunes danseurs qui sont en train de se développer d'une manière absolument exceptionnelle. Et je suis sûr que le
public sera ravi de les découvrir. Donc en ce moment, on se prépare parce que nous partons bientôt en tournée à Brescia, en Italie, où nous allons présenter Cendrillon. Et puis, nous aurons des imprévus très prochainement. Et surtout, cette nouvelle génération de danseurs que vous pourrez voir à l'occasion au mois de décembre à Monaco, dans le Faust et dans les Noces et dans Opus. Vous parliez tout à l'heure du Monaco Dance Forum. Il promet encore de très beaux rendez-vous, des invitations au voyage en écho à Nijinsky et puis de la danse inclusive également. La danse aujourd'hui est devenue quelque chose qui se transmet au travers de tout le monde avec une forme de normalisation des corps. Il y a cette volonté, parfois excessive d'ailleurs, de rendre plus proche du public le danseur. Moi, j'aime que le danseur reste un individu hors du temps, quelque chose qui soit exceptionnel, avec une technicité très particulière. Mais bien sûr, il y a cette relation que j'ai toujours défendue, d'une proximité avec le public. Alors dans le Monaco Dance Forum, on va revoir la Véronale. Véronale, c'est une compagnie qu'on avait fait venir il y a 7-8 ans, je crois déjà, et qui vient de faire une œuvre magnifique qui a été présentée au Festival d'Avignon, qui était un énorme succès, donc qui sera présente là. On aura cette Gauthier Dance Company qui va nous amener autour des 7 péchés capitaux, 7 des chorégraphes les plus emblématiques d'aujourd'hui, qui sont Cherkaoui, Sharon Eyal, Sacha Valls, Marco Göke. Donc on est toujours dans cette actualité, dans cette présence particulière qui est propre au ballet de Monte-Carlo. Et je pense qu'effectivement, il y a un échantillon proposé au public qui est assez exceptionnel, mais qui correspond tout à fait au côté exceptionnel de Monaco. Et puis Jean-Christophe Maillot, vous allez enfin pouvoir répondre à cette question que tout le monde vous pose depuis 2017 et le succès de la première édition. Quand aura lieu la prochaine édition de Fête de la Danse ? Ah, voilà, la fête de la... Ben oui, ça devenait un peu l'arlésienne, la fête de la danse. Elle aura lieu le 8 juillet et probablement le 9 juillet au matin. Je vous donne tous rendez-vous effectivement le 8 juillet. Nous sommes déjà prêts puisque nous l'avions très bien préparé et que là, tout est en place sur cette nouvelle place du casino avec cet espace qui va nous permettre effectivement de mettre une scène en plein milieu, de retrouver cette convivialité absolument exceptionnelle qu'on avait eue avec ces pratiquement 28 000 spectateurs qui étaient passés dans la nuit. On va retrouver énormément de choses. Je vais représenter à nouveau ce Coremeu, mais sous une forme complètement nouvelle, parce que je sais que le public a envie de retrouver Antonio Castrignano et de pouvoir danser sur cette tarentelle absolument incroyable. Mais nous aurons aussi Berkovic qui va venir, ce compositeur incroyable qui fait toutes les musiques de Kusturica, qui va vous faire danser aussi de manière absolument folle sur la place du casino. Il y aura plein de surprises que je vous dévoilerai à ce moment-là, mais absolument, rendez-vous le 8 juillet et j'espère cette fois-ci pour être encore plus nombreux à partager ce que j'aime tant, cette danse qui s'offre aux uns et aux autres et qui permet aux uns et aux autres de se rencontrer de manière extrêmement conviviale et sympathique. Et on a hâte d'être à juillet. Merci infiniment Jean-Christophe Maillot d'avoir été avec nous et puis belle saison au ballet de Monte-Carlo. Merci, à très bientôt. Pour la deuxième année consécutive, le Monte-Carlo Country Club va accueillir le Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo. Cette compétition est dédiée aux joueurs et joueuses de moins de 14 et de moins de 16 ans. L'élite du circuit sera d'ailleurs au rendez-vous. Le tournoi se déroulera du 26 au 28 octobre et sera à suivre en direct sur Monaco Info. Lundi aura lieu la nuit du rugby, une soirée durant laquelle les meilleurs joueurs de l'Ovalie seront récompensés. 11 trophées seront remis, dont le prix du meilleur joueur de l'Inextenso Super Sevens. Deux monégasques du Monaco Rugby Sevens figurent parmi les nommés, Cécile Africa et Joanne Demey Amécher. Le nom du gagnant sera désigné par le vote des joueurs. Dans un tout autre domaine, les 18 œuvres réalisées lors du festival de street art YouPaint vont être mises en vente en ligne. Les enchères débuteront le 15 octobre prochain sur le site invaluable.com. Les fonds récoltés lors de cette vente seront ensuite reversés à la Fondation Prince Albert II de Monaco pour soutenir les projets liés à la faune sauvage du sud de la France. Allons à présent à près de 70 km de Monaco, à Grasse. C'est dans cette commune des Alpes-Maritimes que se situe l'Arche, un lieu d'accueil et de vie pour personnes en situation de handicap. Un terrain multisport vient d'être construit grâce notamment au soutien de l'association monégasque Amadarche. Julia Vial et Thomas Deus sont allés à la rencontre des résidents lors de l'inauguration de leur nouvel espace de jeu. Et voilà, bravo.
L'inauguration de ce nouveau terrain multisport était très attendue. Une journée placée sous le signe de la fête et du partage. De nombreux officiels ont d'ailleurs fait le déplacement pour découvrir le nouvel espace de l'Arche, un projet voulu par tous les membres de la communauté. Ce projet est né vraiment de la demande, d'une attente qu'avaient les personnes en situation de handicap qu'on reçoit ici, qui avaient envie d'avoir un lieu pour avoir une pratique sportive en toute sécurité et accessible. Un grand merci vraiment parce que sans votre aide, on ne serait pas là. L'association monégasque Lama d'Arche fait partie des généreux donateurs qui ont permis de réaliser ce stade. On a financé le tiers du terrain au jour d'aujourd'hui grâce aux sommes récoltées lors des soirées de l'Arche du Cœur. On a créé là on organise la 9e soirée de l'Arche du Cœur le 4 février 2023. Et donc chaque année, on a des gens de Monaco qui viennent assister à nos spectacles et ça permet de faire des petits ruisseaux qui font des grandes rivières et qui maintenant font un terrain multisport et on a aussi une aide du gouvernement princier et différentes personnalités monégasques. Je montre l'exercice et après ça sera ton tour. Ouais. D'accord ? Allez. Des sourires se dessinent sur les visages des résidents. Il est l'heure de tester leur nouveau terrain. Les valeurs du sport comme le dépassement de soi résonnent déjà. Il n'y a pas d'échec, tout est question d'apprentissage et puis de routine et puis de prendre aussi l'habitude. N'est-ce pas, Carole ? Hein ? Qu'est-ce que t'as dit ? La fatigue. Ah, c'est fatigant quand même. J'avoue, ils râlent toujours, mais par contre, ils sont toujours présents et au rendez-vous et ça c'est top. Et justement, malgré la fatigue, Carole se lance, tire et rate de peu le panier, mais elle a une bonne explication. Déconcentration, du monde en plein arche. C'est le cadreur qui vous a déconcentré. Un peu. Un peu. En fait, on n'a pas l'habitude de jouer avec une caméra devant nous. On dirait qu'ils nous espionnent. Ce stade est définitivement un lieu d'échange et de rencontre. Allez, viens, on continue. Un lieu d'échange et de rencontre comme le sont également les salles de théâtre. Plusieurs grands noms ont marqué le 5e art, mais un seul a inspiré la carrière d'Antea Sonio. L'auteur, comédienne, metteur en scène, mais également directeur artistique du Théâtre des Muses, n'a jamais caché son admiration pour Sacha Guitry. Elle a écrit plusieurs pièces pour rendre hommage à sa vie et à son œuvre. Antea Sonio présente jusqu'à la mi-octobre au Théâtre du Lucernaire. Sacha Guitry, intime. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Antea. Bonsoir. C'est une véritable déclaration d'amour pour Sacha Guitry que vous présentez à Paris. C'est un moment formidable. Je suis vraiment très très fière d'avoir ramené à Paris ce spectacle 100% monégasque qu'on a créé au Théâtre des Muses, qui ensuite est allé jouer au Festival d'Avignon. Et puis là maintenant, voilà la consécration à Paris au Théâtre du Lucernaire. Et c'est formidable, le public est très très enthousiaste, les critiques sont dithyrambiques, une presse unanime. Je suis vraiment, j'en reviens pas, je suis très 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 heureuse, vraiment. Sacha Guitry est une personne qui a énormément compté dans votre carrière. Vous avez démarré en quelque sorte grâce à lui. D'abord, bien évidemment, il a éclairé ma vie de comédienne, puisque mon premier spectacle, c'était déjà Quoi de neuf, Sacha Guitry, alors que je sortais juste du cours Florent. J'avais déjà monté une troupe avec des copains et on avait eu l'idée d'aller trouver des grands metteurs en scène pour leur demander leur concours. Et chacun d'entre eux avait fait la mise en scène d'une pièce en un acte. Et c'est un spectacle qu'on avait joué 600 fois, qui était né dans un tout petit théâtre et qui a fini sa carrière au Théâtre Marigny, tout comme celui qui a suivi, Une nuit avec Sacha Guitry. Et puis après, j'ai monté des conférences sur Sacha Guitry, j'ai joué je ne sais combien de pièces, j'ai mis en scène Faisons un rêve, j'ai joué Faisons un rêve. Qu'est-ce qui vous plaît tant, Antea, chez Sacha Guitry ? Sacha Guitry, pour moi, c'est l'amour, tout en humour, avec une immense classe, avec une érudition totale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait une capacité d'admiration à nul autre pareil. C'est mon personnage, Fernande Choisel, sa secrétaire, qui le dit. Et je trouve ça remarquable. C'est-à-dire que quand on est un grand personnage, souvent, on devient un grand personnage parce qu'on est un peu un monstre d'égocentrisme. C'est-à-dire qu'on cultive son propre personnage. Mais lui,
bien qu'il fût ce monstre d'égocentrisme, il savait vraiment admirer et il ne cessait de parler des gens qu'il aimait. Vous avez évoqué Fernande Choisel, c'est une femme qui a énormément compté dans sa vie, bien que Sacha Guitry ait été marié à 5 femmes. Comment vous avez abordé l'écriture de ce spectacle Sacha Guitry intime ? Eh bien, justement, je suis partie du roman de cette fameuse et surtout extrêmement discrète Fernande Choisel, qui a été sa secrétaire et qui a été près de lui, en fait, pendant 32 ans. Et donc, elle a eu l'occasion de rencontrer toutes les femmes de Sacha Guitry, de l'accompagner dans les moments les plus extraordinaires de sa vie, comme dans le quotidien. Enfin, je crois que pour Sacha Guitry, le quotidien était extraordinaire tout le temps. Et donc, elle a tout connu, tout vécu, tout traversé avec lui, le sauvant à gauche, à droite, le soutenant. C'est vraiment quelqu'un qui a été là dans les moments les plus lumineux comme les moments les plus difficiles à passer avec lui. Et si bien que ce spectacle est vraiment le réceptacle de tout ce qu'on peut trouver d'après moi, de plus délicieux sur Sacha Guitry. Alors, évidemment, je n'ai pas pu tout mettre. Le spectacle dure déjà 1h40, ce qui est rare pour un seul en scène. Il a fallu couper et chaque fois, c'était avec un poignard dans le cœur que je le faisais. Mais voilà, on a vraiment gardé l'essentiel et je pense que ce spectacle est vraiment une invitation à faire découvrir Sacha Guitry aux jeunes, parce que malheureusement, il n'est pas étudié à l'école et ça, c'est un scandale, parce que l'esprit français, c'est Sacha Guitry. Ce spectacle est un seul en scène. Vous interprétez Fernande Choisel, mais aussi les femmes de Sacha Guitry et Sacha Guitry. C'est une véritable conversation, on va dire. Ah oui, et tout à fait. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, je passe d'un personnage à l'autre et c'est complètement grisant. Et chaque soir, j'ai des sensations nouvelles, extraordinaires. Et chaque soir, il y a des moments où je sens sa présence. Mais en tout cas, j'ai l'impression de lui offrir encore quelques instants de vie que je ressens et que le public voit. Parce que c'est ça qui est extraordinaire. C'est que le public me dit à la fin, mais on a vu Sacha Guitry. Oui, comme nous le disions en début d'entretien, c'est une bien belle déclaration d'amour. Merci Antea Sogno d'avoir été avec nous depuis Paris. Merci, au revoir. Cela ne vous a sûrement pas échappé, l'automne est bel et bien là. Après une journée pluvieuse, une amélioration est-elle prévue pour la journée de dimanche, Frédéric Hélion? Oui, ce sera un peu mieux, Émilie, comparé à aujourd'hui. Le ciel sera toujours bien chargé, mais il ne pleuvra pas toute la journée. Avec une alternance d'averses et d'éclaircies, le thermomètre affichera 16 degrés le matin et 20 l'après-midi. Dimanche 25 septembre, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Solène et aux Aurélie. Et cela sera également la journée européenne du patrimoine. Retrouvez la liste des sites ouverts au public ce dimanche sur le www.journeepatrimoinemonaco.com. Les photographes de la direction de la communication mettent d'ailleurs en valeur ce soir le patrimoine de la principauté. Rendez-vous demain à 20h sur Monaco Info pour le best-of de la semaine. Excellente soirée à tous.